diminue la musique, on va commencer toujours pour ceux qui sont là. On va être en petit cercle, ça permettra pas mal d'échanges. Donc bonjour à tous, je vous laisse vous installer pour qu'on puisse commencer. Donc cette première table ronde autour du projet du dispositif Ensemble nous les parer, se préparer ensemble, qui a pour vocation en fait d'accompagner les associations non spécialisées en sécurité civile pour s'acculturer au risque et donc pouvoir contribuer potentiellement à la réponse et en tout cas à l'atténuation des conséquences en cas de situation exceptionnelle ou de catastrophe. Donc on a la chance d'avoir sur notre table ronde qui est un peu en ligne, mais on va considérer que la table, on l'a fait avec vous. Hein, le rond, il est beaucoup plus grand que les experts sur place. Donc des experts de terrain à des degrés très différents. Danilo Waro, qui est membre en fait du GT, du groupe de travail local de l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, la FPCNT. Emmanuelle Sanson, qui est directrice de la FEDEP, Fédération d'éducation populaire de Saint-Denis. Michel Doré, donc professeur à l'Université de Montréal, ancien sous-ministre au Québec, expert sur la culture des risques, et ancien président du ROCMOM, dont il nous parlera, qui a été la structure de société civile qui a été mise en place après les grands verglas au Québec, et Brigitte Adam, qui, malgré un agenda très contraint, peut rester avec nous jusqu'à 11h, qui est deuxième adjointe à la ville de Saint-Denis, élue déléguée à l'éducation populaire, à la vie citoyenne, mais également conseillère départementale. Donc, juste avant de leur laisser la parole pour se présenter, je vais juste vous dire dans quoi s'inscrit ce projet Ensemble nous les parer. On l'a entendu avec Huguette Bello, avec le préfet, on a parfois un écart qu'on va voir là, un écart du territoire, entre tout ce qui va être société civile, intelligence citoyenne, et tout le reste, les experts, le développement économique, la sécurité, les institutions. Et l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on réussit à mobiliser ces structures de société civile pour créer une vraie intelligence territoriale qui va permettre de travailler la cohésion sociale, la soutenabilité et la sécurité économique. Puisque quand on va résorber le gap, le fossé et l'écart entre ces différents mondes, la réponse elle va être beaucoup plus acceptable et les lois qui parfois sont difficiles à accepter, les dispositifs, beaucoup plus appropriables. Et on a la chance à La Réunion d'avoir un chercheur qui travaille dessus, donc Jérôme Velayudom. En plus j'ai vu qu'il est dans la salle, donc merci Jérôme. Voilà, nous laissons emprunter ton cadre de ton modèle, donc qui est là, tu peux faire coucou, qui est donc en doctorat et c'est une thèse qu'il est en train de développer, donc à l'occasion du rond causé, je pense qu'on pourra en parler. Donc voilà, ce préambule étant fait, donc j'ai juste passé la parole 5 minutes à chacun de nos invités et on va le faire en conférence inversée. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. Et les personnes sur scène vont y répondre de façon à ce que ce soit le plus utile pour vous et qu'on puisse toucher les bonnes réponses, le juste moment et la bonne information. Donc, Brigitte, madame, si vous voulez commencer pour vous présenter. Bonjour à tous. Merci Martine pour cette invitation. Merci pour partager ce temps-là ce matin avec vous. Et il est vrai qu'en charge de la vie associative, mais aussi du développement de la participation citoyenne, c'est un enjeu fort. D'abord parce que prévention des risques et risques naturels, enfin on est en plein dedans. Hein, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et nous sommes dans tous les territoires de la Réunion impactés par le réchauffement climatique, tous les sujets qui ne concernent pas que la Réunion, d'ailleurs, partout dans le monde. Alors moi, je voudrais juste parler d'une expérience, enfin deux. Donc pendant la crise sanitaire, Covid, nous avons en effet développé avec les associations, puisque la proximité des associations au sein même des quartiers en pied d'immeuble, c'est un vrai sujet. À Saint-Denis, nous avons mis en place des actions très concrètes en pied d'immeuble avec des associations, 500 associations sur Saint-Denis, que nous subventionnons pour 30 millions d'euros, c'est pas neutre, et ce qui permet justement cette proximité à la fois des élus, mais aussi de la population avec les actions portées par les associations. Et quand on a fait quand il y a eu la crise sanitaire, eh bien en effet, les associations ont été au premier plan, à savoir faire de la prévention au pied des arrêts de bus, à aller au porte-à-porte pour expliquer la situation. Nous avons fabriqué près de 25 000 masques en tissu avec des bénévoles et que nous avons distribués également. Et la deuxième chose rapidement, c'est quand il y a eu l'incendie à la Marina, où il y a eu 5 morts, qui n'est pas neutre, c'était quelque chose de unique à La Réunion. Personne n'est préparé à ça.
Personne n'était préparé, encore moins moi, à avoir un bâtiment entier qui brûle et qu'il faut reloger 61 familles. Donc, à nouveau, le tissu associatif, avec un gymnase rempli de lits picots, avec tout l'aspect sanitaire, tout l'aspect alimentaire, tout l'aspect sécuritaire, psychologique, tout l'aspect aussi éducation, puisqu'on a les écoles, les associations éducatives également. Et tout cela nous a obligés, je le dis comme ça, obligés à réinventer des process, une méthodologie pour se dire... D'abord, nous espérons que cette situation-là ne se réitère pas et comment nous faisons cette prévention-là, à la fois avec les bailleurs sociaux, les poubelles. Enfin, ça paraît simple, ça paraît anodin comme sujet, mais où plaçons-nous nos poubelles? Est-ce qu'on maintient des matelas en pied d'immeuble? Des matelas, des fauteuils, des canapés en pied d'immeuble? Comment on gère la jeunesse ou des gens qui veulent s'essayer à brûler un truc, etc. Voilà, enfin, c'est des choses simples, qui paraissent simples, mais qui finalement amènent des catastrophes où il y a quand même des décès et qui nous obligent encore une fois à réagir. Et l'idée, c'est de faire de la prévention. Voilà. Donc, face à des catastrophes, inventer de nouveaux process, c'est un peu ce que vous avez fait, Monsieur Doré, du coup, au Québec, avec le Rockmom, à Montréal. Exactement. Si on retourne en 1998, le Québec a expérimenté un aléa récurrent, tempête hivernale. Bon, ça rentre dans la catégorie des aléas que vous n'avez pas ici, la neige. Alors, de la neige, on est habitué. Le verglas, on en reçoit, mais cette année-là, on a reçu, dans un épisode de 4 jours, plus de 110 mm de verglas. 110 mm de verglas. Le verglas, ce n'est pas comme la pluie. Ça ne s'évanouit pas par ruissellement. Ça s'accumule. Ça s'accumule sur toutes les structures non protégées. Alors, j'entendais ce matin la présidente parler du pylône qui s'était plié en 4. Alors, nous, ce sont des centaines de kilomètres de pylônes électriques qui se sont pliés en 4 et qui ont entraîné une perte d'alimentation électrique pour près de 4,5 millions de personnes en période hivernale, on comprend, pendant une durée de 55 jours. Alors, c'est l'essentiel, en quelques mots, de la tempête de verglas de 1998 dans l'Est du Canada qui a frappé essentiellement au Québec. Maintenant, cet événement-là a simultanément sollicité les organisations, les dispositifs de sécurité civile de 600 municipalités. Vous comprenez que les organisations gouvernementales ne pouvaient pas efficacement, rapidement soutenir 600 municipalités. Et on a découvert, à travers l'expérience et les retours d'expérience, bien entendu, que la résilience de la société québécoise, de la population affectée par cette tempête de verglas, était tributaire d'une résilience intrinsèque, une résilience qui existe de façon naturelle dans la société civile, à l'échelle d'abord des individus et des ménages, mais aussi au niveau de l'associatif. Je fais une petite question quiz, on est dans les conférences inversées. Je vous donne le contexte du 4,5 millions de personnes en hiver, pas d'électricité pendant 55 jours. Des centaines de centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts par l'associatif, la Croix-Rouge notamment, l'Armée du Salut et nombre d'autres. Quelle est la proportion, petite question quiz, quelle est la proportion de citoyens parmi ces 4,5 millions de gens affectés qui ont au moins à un moment sollicité un service dans un des centres de secours aménagés à leur intention? On ouvre les enchères, la proportion. On est en conférence inversée, testé. 93. 50%. 50. Qui dit mieux, qui dit mieux? Mais 10. Alors, le 93, il n'est pas loin. Je vais vous donner la proportion du 96 de gens qui n'ont pas utilisé en aucun moment aucun service. Donc, c'est 4 %.
des gens. Alors, quand je parle de la résilience intrinsèque, souvent dans nos dispositifs, on s'imagine qu'on va devoir prendre en charge l'ensemble d'une population affectée, et la littérature le prouve abondamment. Les prises en charge se limitent souvent bien en deçà du 10 %. Alors, le seuil de l'hypothèse de planification en 10 % tient toujours. Maintenant, au quotidien, on a dans nos sociétés civiles une proportion de population qui dépendent du filet social de l'État, mais souvent complémenté par le filet social de l'associatif. Et c'est ici que, lors d'une catastrophe, au-delà de la solidarité qui se manifeste à toute échelle, on voit l'impact des associatifs. Et c'est sur cette réflexion, sur cette trame, que nous avons mis en place dans la région de Montréal un réseau, un regroupement des organismes humanitaires et communautaires en mesure d'urgence. Ce regroupement visait d'abord et avant tout à fédérer, mobiliser, rassembler, mettre en valeur et promouvoir la capacité individuelle et collective de chacune de ces associations au profit des communes, au profit de la population et de la société civile. Mais dans le dialogue, on a aussi découvert que ces associations étaient, elles aussi, vulnérables aux effets des catastrophes. Et elles n'ont pas, malheureusement, le loisir, en termes de ressources humaines ou financières, de se doter des mêmes dispositifs que les communes peuvent faire ou les entreprises. Alors, à travers le réseau, on a créé des outils simplifiés d'analyse de risques et de vulnérabilité, de planification d'urgence, pour faire en sorte que chacune des associations puisse améliorer sa propre résilience. Ça sert deux fins. C'est un peu égoïste de la part des organisations étatiques de poursuivre cet objectif-là, dans la mesure où plus les associations vont être résilientes, moins elles vont se tourner vers l'État pour demander de les appuyer dans leurs services essentiels quotidiens, et mieux seront-elles disposées à aider à venir soutenir les besoins de la population lors des catastrophes. C'est ainsi que le réseau est venu au monde, et on a publié, dans le fait, deux grands outils. Un premier outil qui était le guide, le répertoire des organismes, par nom d'abord, mais aussi par nature de service, pour faciliter le travail des communes à identifier rapidement les associations pouvant leur venir en aide. Et de l'autre côté, cet outil de planification simplifié pour les aider à développer et maintenir leur résilience. Alors, je vous dirais que ce matin, en faisant la tournée des tables, je suis arrêté à la table du programme Ensemble, nous les paris. Et quand j'ai vu les outils, notre ami ici m'a fait sourire parce que je reconnaissais la facture des travaux. Et il a attiré d'ailleurs mon attention sur le fait que le logo de notre réseau apparaît sur les outils du programme ici. Alors, on est très heureux si nos retours d'expérience, dans nos moments les plus troublants de notre histoire de catastrophe contemporaine au Canada, a pu inspirer votre système de résilience sociétale à l'échelle de la Réunion. On en est fort heureux. Alors, je me considère privilégié, honoré de pouvoir assister non seulement à cette transposition, mais aussi avec, je dois reconnaître, je suis impressionné par la rapidité par laquelle, du germe de l'idée à la matérialisation, ça s'est fait. Alors, bravo à l'équipe ici. Donc, on va enchaîner avec Danilo, justement par transition, parce que Danilo est membre du groupe local de la FPCNT, pour justement voir comment est-ce que cette transition s'est faite du ROCMOM vers Ensemble, nous les parer. Donc, un projet qui est à l'œuvre, qui a été pensé déjà à partir de la Réunion pour pouvoir être national depuis le mois de janvier-février. Oui, exactement. Donc, je remercie Michel. C'est vrai qu'on s'est rencontrés l'année dernière avec Nicolas Chevroux, qui était la cheville ouvrière, justement, pour le passage de cette idée de Canada à la Réunion. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus depuis mi-2022 à peu près. Et donc, ce projet, pour nous, il a semblé très important pour essayer justement d'apporter un plus de réponse aussi bien pour les collectivités mais pour la population. Parce que pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes, qui mieux que les associations
qui ont des adhérents qui sont ces populations qui sont dans les risques. Comme Madame disait, par rapport à l'incendie, je sais que la mairie a mobilisé toutes les associations de Saint-Denis pour apporter justement cette aide, parce que il fallait répondre rapidement. Et ça a pu se faire parce qu'il y avait un réseau. Il y avait déjà un cahier, un guide, comme disait Michel. Et le but d'Ensemble Nous les Parés, c'est de reprendre cette idée du Canada et de pouvoir créer ce guide avec ces associations qui pourraient aider aussi bien les communes que d'autres pour répondre aux besoins par rapport, comme dit Madame, à un immeuble, à un quartier, parce que les services, des fois, ont du mal à se déplacer rapidement. Les personnes sont sur les lieux, donc ils peuvent, avec leurs moyens, apporter déjà les premiers secours ou les premiers gestes pour que les communes, d'ailleurs, puissent prendre le relais. Et donc, c'était surtout dans ce cadre-là que nous, on a voulu apporter cette complémentarité, cette résilience aussi par rapport à la population. Et donc le projet est né et il est en train de se mettre en place. On a donc déjà fait un café associatif donc avec l'aide de la FEDEP, ma collègue à côté de moi. Et on vient de terminer un atelier avec les associations de la ville de Saint-Benoît qui ont bien apprécié ce projet et qui vont essayer justement de le mettre en œuvre, de travailler. Le travail n'est pas fini, on est au début. C'est long, c'est pas facile, mais on y arrivera, comme dit le créole, tipa tipa en arriver. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en outils, il y a la déclinaison des outils du ROCMOM, donc tout en violet, et un livret de formateurs et de la formation à destination des acteurs associatifs. Et tout ça, c'est fait, donc vraiment ancré sur l'associatif, puisque tout le process d'adaptation a été fait aussi avec les associations. Donc la FEDEP a fait partie des associations qui ont accepté, lors de la transposition du modèle québécois à qu'est-ce qu'on peut faire à La Réunion et en France, de relire la première ébauche et de lancer le premier café associatif. Oui, effectivement. Alors, Fédération dionysienne d'éducation populaire, ça veut dire qu'on rayonne sur toute la ville de Saint-Denis. Et la ville de Saint-Denis a une valeur particulière sur La Réunion parce qu'on a un tissu associatif dense. Et pour nous, la FEDEP, ce qui était important, c'était que les associations et les citoyens puissent s'approprier ce dispositif, mais aussi que ça leur permette de valoriser, de pouvoir continuer à s'engager dans cette dynamique-là, parce que si on ne valorise pas, si on n'encourage pas l'engagement, et ça s'étiole. Donc c'est vraiment pouvoir avoir un outil simple, efficace, adaptable, utilisable au plus vite et très concret pour que chacun puisse s'en emparer et le partager dans sa sphère familiale, mais dans sa sphère associative, dans sa sphère de quartier, que les jeunes, que les moins jeunes, que chaque citoyen puisse s'emparer de ce sujet. Donc on est sur une phase d'expérimentation, nous aussi. C'est savoir quel rythme trouver avec les associations, avec les citoyens, parce qu'on le couple aussi avec les CAC, Comité d'action citoyenne, pour que ça rayonne au plus loin et au mieux et dans vraiment tous les secteurs, que ça puisse monter, que ça puisse descendre, ça puisse vraiment s'adapter au mieux et à tous. Okay, donc là, merci. On a donc un outil qui a été adapté à la législation française, pensé à La Réunion, mais qui est exportable de toute façon et essaimable sur le territoire hexagonal parce qu'il a été pensé pour ça, sauf les petits encarts en créole parce que voilà, il faut régionaliser. Et que finalement, on a testé un café associatif, donc informel, pour acculturer un peu des associations de Saint-Denis. Et lundi, il y a 10 jours à peu près, on a eu la première formation pour des associations. Puisque le processus, c'est que les associations participent à une formation pour comprendre, s'acculturer au risque, comprendre l'intérêt de se prévenir et de s'organiser en interne. La deuxième étape, c'est de les rencontrer pour les aider à remplir leur propre canevas, donc un plan de mesures d'urgence et de solidarité qui va leur permettre d'identifier leurs vulnérabilités, leurs forces, les services et les ressources qu'elles peuvent mettre à disposition de toute la chaîne de commandement en cas d'urgence. Et la troisième étape est de réaliser un répertoire opérationnel à la hauteur de ce que les associations peuvent ou ont envie de s'engager. Donc voilà un peu le contexte général. Donc avec ce qu'on vous a présenté, oui, Brigitte. Ouais. Juste
Juste peut-être une petite précision sur les différentes thématiques des associations, parce que c'est vrai qu'on dit toujours solidarité, solidarité, mais c'est pas que alimentaire en vrai. On est vraiment sur, quand il y a eu la marina, il y a eu la partie éducative, il y a eu la partie loisirs, il y a eu la partie pédagogique, travailler avec le rectorat, il y a eu la partie aussi de santé, la question de la santé morale, psychologique, et il y a eu tout cet accompagnement également de sécurité affective, de sécurité émotionnelle. Donc il y a dans toutes ces associations-là, donc à prendre en compte pas que l'aspect solidarité en tant qu'alimentation, mais c'est en effet toute la chaîne qui fabrique l'humain, en vrai. C'est qui nous sommes et qu'est-ce qui va faire que toutes ces associations-là vont pouvoir créer plusieurs maillons pour que la chaîne soit complète et qu'on reconstruise finalement toutes ces personnes abîmées, en vrai, par la catastrophe. Alors, quelle que soit la catastrophe, en vrai. Merci. Merci. Donc, je crois qu'il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Donc, si vous voulez intervenir, on sait qu'il y a eu des questionnements sur, mais ce n'est pas des associations spécialisées en sécurité civile. Est-ce que ça n'a pas maillé dans le paysage? Comment ça se fait, les alliances, etc. Toutes les questions, les observations sont possibles. Donc, on a un secouriste qui est là-bas avec un micro. Donc, la parole est à qui le souhaite. Sinon, vous savez, nous, on peut... Ouais, c'est Sébastien Guillon, donc adjoint à Saint-Paul. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, un peu synthétique pour le moment, c'est pour ça qu'on va avoir des questions, je suppose. Il fallait bien que quelqu'un se lance. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame Adam, qui, avec son talent légendaire, a anticipé une de mes questions. Effectivement, on se souvient tous de ces images des victimes de l'incendie de la marina, de ces enfants, et on l'a bien vu qu'il y a eu un accompagnement qui ne s'est pas limité à exactement ce qui vient d'être dit, à la solidarité immédiate, les vêtements, la nourriture, etc. Mais bien, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la journée? Il y a eu cet accompagnement-là. Donc voilà, il y a un premier élément de réponse sur le nécessaire besoin de prendre l'ensemble du tissu associatif pour accompagner ces personnes abîmées, ces personnes brisées. Et du coup, ma question, qui est pour le coup plutôt très concrète, vous avez commencé un travail sur Saint-Benoît et Saint-Denis, si j'ai entendu. Quelle approche vous avez eue? Est-ce que vous avez ciblé des thématiques associatives spécifiques particulières pour cet accompagnement-là? Est-ce que vous avez, ou alors quelle est cette approche pour arriver à toucher l'ensemble de ce tissu associatif? Quelle approche vous avez? Alors sur Saint-Benoît, moi je vais répondre. Effectivement, on a essayé d'avoir des gens qui habitent dans les hauts et dans les bas, qui touchent sur du public vulnérable, qui soient sur de la proximité, qui soient sur du handicap, des femmes victimes de violences aussi, parce qu'effectivement on sait que ce public-là, en cas de catastrophe, il est très particulier en termes de vigilance, des associations de jeunes et également maisons des associations un peu fédératrices. Et sur le café associatif? Sur le café associatif, nous on était partis sur plutôt par quartier, toucher l'ensemble des associations d'un quartier et ça s'est avéré plutôt intéressant parce que outre le fait que ça soit un thème qui soit commun, il y avait aussi la rencontre derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est faire le lien entre les associations et pouvoir faire réseau. Ce que disait Michel tout à l'heure, c'est vraiment ça, à mon avis, l'essence même de ce pouvoir et de la thématique, c'est faire réseau. Donc après, c'est expérimental, donc c'est un peu aux opportunités qui se présentent. Ouais. Juste pour compléter peut-être, c'est aussi, la FEDEP, elle a son réseau. Donc il suffit pour la FEDEP d'interpeller ces associations dans un périmètre bien précis, parce qu'elle a son fichier, elle sait qui sont les associations qui ont fédéré. Mais par exemple, si dans une commune, on n'a pas une fédération qui regroupe et qui a fédéré des associations, vous avez les associations que vous subventionnez et qui vous permettent d'avoir votre listing d'associations et les regrouper soit par quartier, soit par thématique, soit par... à choisir, je pense, en fonction du tissu associatif que vous avez. Avec ceci qui était important, et on aura une question là-bas avec Léo ensuite. Quelque chose qui était important, c'était vraiment de partir sur la pluralité des associations, parce qu'on s'est rendu compte que le rapport à l'imprévu
il n'était pas du tout vécu pareil. Et Danilo, tu voulais réagir dessus? Non, je voulais juste dire ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce type d'association, c'est vraiment tout. Ça peut être du sport, du culture ou autre chose. Toute personne peut apporter justement cette aide, d'accord, qu'on a besoin. Parce que je ne pense pas que lors de Marina, on a fait la distinction quand une association sportive ou autre. Hein, toutes les mains sont les bienvenues et toutes les aides sont présentes. Donc c'est vrai que ce principe est vraiment d'ouvrir et de faire un listing justement de toutes les associations qui peuvent apporter une aide, qui peuvent travailler avec nous pour pouvoir avancer. On avait les questions. Bonjour et merci pour cet éclairage. J'ai une question très pratico-pratique. La formation pour ces associations, elle dure combien de temps? Comment ça fonctionne? Et puis vous parlez de l'incendie de Marina. Est-ce que par exemple des bailleurs sociaux peuvent vous solliciter pour faire des formations auprès des associations qui gravitent autour des groupes d'habitation? Parce que vous le disiez, post-Marina, je pense qu'au-delà de la nuit, il y a eu un gros travail avec les associations. Mais nous, on a eu un incendie dans la journée. On s'est rendu compte, même dans l'urgence, que les associations sont là et qu'elles sont écoutées par les locataires. Donc est-ce qu'on peut vous solliciter pour que vous formiez les associations qui gravitent autour des groupes d'habitation, et combien de temps durent ces formations? Alors, je vais vous répondre pour le contenu de la formation. Je serai pour le processus Danilo. Sur le contenu de la formation, en fait, on a déjà une journée de formation. Le référentiel, il vient d'être testé donc, le 2 octobre et on va l'améliorer en fonction des retours qu'on a des associations. Et là, dans le dispositif, on accompagne ensuite chaque association sur une demi-journée pour construire son propre plan de mesures d'urgence. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un dispositif qui va être un peu lourd. Les outils sont pensés, comme ça avait été pensé pour le RECMOM, pour qu'il soit vraiment, on a un guide et on a un canevas, pour que certaines associations, comme la FEDEP, comme d'autres grosses associations, puissent s'en servir toutes seules, parce qu'on est vraiment pas à pas, c'est vraiment très guidé. Nous, l'idée, c'est qu'il y a la question de la formation pour la rencontre, pour faire réseau, pour comprendre le territoire et les alliances, et ensuite l'accompagnement. Et de cet accompagnement des 10 associations donc, qui est en cours, on va en ressortir un certain nombre d'éléments sur ça, c'est compréhensible pour tel type d'association et pas pour d'autres. Pour vraiment avoir l'outil le plus précis possible pour que la grande majorité des questions, les 96%, on puisse y répondre, et les 4%, c'est un peu plus, on prenne un peu plus de temps. Donc ensuite, sur la façon dont ça va être essaimé sur l'île. Alors, par rapport à comment ça va être essaimé dans l'île, c'est en fonction de la demande. C'est vrai que nous, pour l'instant, au niveau du groupement local, on a ciblé pour l'instant les communes, parce que c'est vrai que c'est le point d'entrée pour pouvoir accéder, mais il n'y a pas que les communes, c'est-à-dire que si une association ou un groupement souhaite, on peut venir présenter le projet pour voir si ça peut intéresser, et après on peut l'adapter. Je rebondis par rapport à ce que disait madame, sur la FEDEP, je crois qu'il y avait une association d'immeubles qui était présente, qui disait que justement c'était très intéressant parce que ça lui permettait de pouvoir recenser dans son immeuble, parce qu'elle sait que dans tel étage, il y a une personne vulnérable qui ne peut pas se déplacer, donc elle, c'est très intéressant, c'est-à-dire que nous, quand on donne ces informations, ben, les gens ils peuvent s'appuyer là-dessus, ah ben oui, mais nous on sait, et au moins quand on doit intervenir, ben, on peut orienter les secours sur celle-là d'abord parce qu'elle est très vulnérable, elle ne peut pas se déplacer, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut l'organiser, mais comme disait Martine, pour l'instant on est en train de mettre tout doucement les pieds devant. Je suis désolée, je prends beaucoup la parole, mais juste pour compléter, en fait, il existe ce qu'on appelle des contrats de ville entre les services de l'État, les collectifs, enfin les mairies et les bailleurs. Donc, je pense que sur la TFPB, ça peut être quelque chose qui peut se construire, et je pense que ça donnera du sens à l'ensemble des bailleurs pour que ce travail-là puisse se faire en pied d'immeuble. Et vous avez totalement raison. On a une question au fond, Léo, ensuite Monsieur Anvers, et ici. Oui, bonjour à toutes et merci pour l'invitation. Léo du Pacte de transition citoyenne régionale Océan Indien. Ma question justement, parce qu'il s'agit aujourd'hui aussi de nos frères et sœurs de l'Océan Indien, notamment Mayotte, et j'aborderai ce prisme sans polémique aucune bien évidemment et sans condescendance. Comment a été justement prise en compte, notamment dans certains quartiers sur Saint-Denis, pour ne pas stigmatiser Saint-François par exemple, sur les populations, j'aime pas trop ce mot, migrantes,
Et comment ils ont été associés, les citoyens ont été associés sur la question de respect de la culture, de l'interculturalité, la question linguistique, la question aussi justement de faire en sorte que ce vivre ensemble est une réalité dans ces quartiers-là. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des citoyens, et sur l'angle de la formation, là aussi, comment ont été associées les associations, que ce soit type de Madagascar ou de Mayotte, même si on sait que de plus en plus elles sont mixées. Et tant mieux. Voilà, donc ça, et puis peut-être aussi, effectivement, au niveau des bailleurs sociaux, je vais juste rebondir, si Martine sait que je suis bavard, mais je vais terminer, c'est cette question aussi de peut-être actionner des leviers financiers au niveau de la TFPB pour la formation et généraliser dans l'ensemble on parlait de QPV, mais pas que, aussi les quartiers ruraux qui ne sont pas forcément QPV. Merci. Ouais. Alors, on a vraiment fait attention à la question de l'interculturalité dès le départ. C'est pour ça qu'on a, là c'est qu'on n'a pas le guide, mais on a un exemplaire sur le stand de la FPCNT. On a fait en sorte que ce soit très visuel, qu'on ait des personnages, pas sûr d'en avoir mis là, qui puissent attirer l'attention sur des choses clés, donc en français simplifié. Et en fait, on a fait attention au moins sachant, au plus sachant. Donc pour aller vers des QR codes, pour avoir de plus d'informations pour ceux qui veulent. Sur la question mahoraise, effectivement, on ne peut pas tout traduire, mais on a fait attention, notamment sur Saint-Benoît, qu'on ait une association mahoraise qui soit présente. Donc une dame qui, sur le Saint-Benoît, est un vrai relais pour ensuite faire les traductions. Donc en fait, on va avoir à accompagner cette association-là, et ça va nous permettre de comprendre aussi les biais culturels ou les implicites culturels qu'il va falloir lever pour que ce soit plus facilement compréhensible et en tout cas acceptable pour eux et qu'ils puissent s'approprier l'outil. Alors, juste pour compléter, on a la chance sur ces assises d'avoir notre collègue du groupe territorial de Mayotte qui est présente aussi à ces assises. Et c'est vrai que le but après, c'est de pouvoir justement multiplier ce type de document aux autres départements, aussi bien à La Réunion ou peut-être au niveau international. C'est ce qu'avec la FPCNT on est en train de réfléchir. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est vraiment le pilote et qu'ils sont en train, justement, comme disait Martine, de le développer en métropole. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur ce qu'on fait nous pour pouvoir le faire en métropole. Donc ça montre bien que ça va être un projet qui va essayer de s'étendre au maximum pour apporter justement ces réponses à la population en tenant compte des différents thèmes. On avait monsieur qui avait une question en vert et effectivement Léo, la question de l'implicite culturel, on l'a vu quand on a transposé l'outil du Québec, et il y a des moments en fait on demandait à Nicolas qui a vécu au Québec ou Annie, mais en fait vous voulez dire quoi? Parce qu'en fait on n'a pas la même compréhension du monde, on n'a pas la même façon d'habiter le monde de par nos cultures, et c'est que c'est important de lever ces implicites culturels, de rendre le plus de choses possibles explicites pour qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation et d'appropriation. Monsieur. Monsieur en vert à la couleur de la forêt. Nicolas Miramont de l'Office national des forêts à La Réunion, en charge notamment des risques naturels. Merci beaucoup pour le travail réalisé. Félicitations, un travail entre deux pays si éloignés est toujours passionnant. Gestionnaire, moi j'aborderai le sujet des risques sur deux risques particuliers, celui du éboulis, chute de bloc et puis et feux de forêt. Donc en tant que gestionnaire, on travaille et on se prépare avec les services de l'État sur des situations de crise et de risque. Là j'aborderai sur le sujet de l'acculturation sur le risque et de la partie plutôt primaire, en amont. Toujours des grandes difficultés pour nous en tant que gestionnaires et services d'État pour rencontrer les populations et présenter ce risque. Et donc ma question serait quel conseil ou comment faire le lien entre des gestionnaires comme l'ONF, un gestionnaire comme l'ONF, et un tissu associatif, des CAC qui prennent tout leur sens à ce moment-là pour transférer cette culture et puis éviter justement qu'on se retrouve dans cette exposition au risque pour les chutes de blocs ou cette situation qui peut être dévastatrice comme les feux de forêt. Voilà, merci. Peut-être que j'amorcerai la réponse, à tout le moins, à travers l'expérience qu'on a au Québec depuis la mise en place du ROCMOM. C'est qu'on a découvert qu'il y a des avantages systémiques
à la mise en place d'un tel programme. Au-delà de la mobilisation d'une capacité de résilience intrinsèque dans la communauté, on soulevait tout à l'heure d'ailleurs la polyvalence du milieu associatif dans ses compétences transversales. Et à titre d'exemple, lorsqu'on organisait l'accueil dans les opérations de rapatriement, là, on va en avoir d'autres dans les prochaines semaines au Canada, rapatriement d'Haïti ou du Liban, cette fois-ci ce sera d'Israël, on manquait de manutentionnaires à l'aéroport pour gérer les bagages. Ce sont des bénévoles de l'Association de recherche et sauvetage au sol qui ont levé la main pour venir prêter main forte à l'exercice. Alors, on comprend que ce n'est pas nécessairement dans leur mission primaire, mais c'est dans cet effort de solidarité, de mobilisation collective face aux défis qu'ils ont levé la main. Et si je poursuis dans la veine de l'aspect systémique, c'est que souvent, les organisations étatiques sentent le besoin, comme vous le soulevez, d'être en dialogue avec la population, d'aller vers eux pour les informer, d'obtenir de l'intelligence, du renseignement de leur part pour influencer les politiques publiques. Mais à travers le ROCMOM, il y a maintenant un interlocuteur structuré et d'influence et bien réseauté. Maintenant, c'est facile pour les acteurs étatiques, à l'échelle nationale, provinciale ou locale, d'inviter le ROCMOM à une rencontre pour parler d'un type d'aléa, d'une stratégie de prévention, valider des choses. Et à travers le ROCMOM, on est capable de diffuser à travers le réseau, solliciter des avis et même des intérêts à poursuivre un dialogue plus précis avec l'agent étatique. Alors, moi, je vous invite à réfléchir à ces opportunités que Ensemble, nous les paris vous propose dans une dynamique vraiment de réciprocité et pas seulement dans une forme de délégation. Il peut être relativement aisé de limiter l'interprétation d'Ensemble, nous les paris comme une opportunité de délégation d'une responsabilité fiduciaire de l'État vers le monde associatif, mais on est beaucoup plus dans une dynamique de réciprocité dans la triangulation qui était présentée tout à l'heure entre les sachants, la société civile et, bien entendu, les acteurs politiques. Madame, vous voulez compléter? À Saint-Denis, alors je ne vais pas parler pour toutes les communes, mais à Saint-Denis, la porte d'entrée est simple. Nous avons une direction développement vie associative et nous avons une direction développement participation citoyenne. Donc 2 directions qui travaillent conjointement. Et là où nous, on est intéressés, c'est justement parce que nous savons que notre population, là, elle est prête. Elle est prête à se former, elle est prête à aller vers les autres et elle est prête aussi à construire. Donc dans cette construction-là, elle a obligation du coup d'être formée pour pouvoir construire. Voilà, donc demandez à Martine mes coordonnées, ça sera avec grand plaisir. Et d'un point de vue Ensemble, nous les paris, on s'est beaucoup appuyé, nous, sur l'expertise aussi des institutions. Sur la première formation, on a eu la DEAL, le MZ, l'état-major de zone qui était présent, et la sous-préfecture à la cohésion sociale. On a fait un exercice sur inondation. On s'est inspiré de Préparisque, parce qu'en fait, il y a des outils qui existent et que les communes utilisent. Donc, on a décliné Préparisque pour que ce soit utilisable pour les associations. Sur une prochaine formation, on peut effectivement penser à un exercice sur l'éboulis, une mise en situation et sur feu de forêt. Et l'ONF peut être présent et peut être aussi notre expert pour rédiger ces fiches-là, puisque l'objectif, c'est qu'ensuite, on ait un livret de formateur où il y ait un ensemble en fait, de fiches techniques où le formateur qui sera là, qui aurait été formé, pourra avoir l'ensemble des informations nécessaires et utiles pour une acculturation minimale. Donc effectivement, on est aussi en recherche de partenariat avec les gestionnaires pour pouvoir continuer à construire ce document. Là. Donc on a monsieur qui était là, ensuite on a Jérôme. Bonjour, Xavier Niel du CEREMA. Justement, donc, vous l'évoquiez tout à l'heure en préambule, donc il y a tout un travail qui a été mené donc, avec les différents réseaux associatifs locaux. Et je voulais savoir, alors c'est dommage, Madame est partie, mais j'avais une question, savoir peut-être, mais peut-être m'y répondre. Comment tout ça, comment tout le travail que vous avez mené était pris en compte justement par la commune dans son plan communal de sauvegarde? Ça c'était ma première question. Et la seconde c'était comment tout le travail que vous menez se coordonne aussi avec les associations agréées de sécurité civile. Voilà, quel est le lien que vous établissez avec eux? Tu veux commencer, Danilo, surtout donc Michel.
Je peux peut-être à tout le moins mentionner comment ça se passe chez nous. Oui. Puis, d'abord, dans les plans communaux de secours ou nos plans de sécurité civile au Québec, il y a souvent, en cours de document, une section qui est réservée aux bottins de ressources. Et les bottins de ressources sont souvent techniques spécialisés. Et pour l'associatif ou pour les services dits sociaux d'urgence chez nous, on avait une liste de noms d'organismes avec un point de contact. Maintenant, c'est le répertoire du ROCMOM qui est utilisé. Parce que c'est non seulement une liste d'organisations avec des points de contact, mais aussi c'est une description assez précise de la nature des services pour aider le décideur en opération à mobiliser l'un ou l'autre des acteurs. Et pour la Ville de Montréal, on a poussé davantage, on a établi un protocole d'entente où collectivement, les associatifs se sont désignés 4 personnes qui sont formées conjointement par le ROCMOM, mais aussi par la commune, par la grande ville, pour agir comme officier de liaison dans le centre décisionnel. Alors, lorsqu'il y a une urgence à l'activation des dispositifs de sécurité civile, il y a un représentant du ROCMOM au sein de la cellule de coordination. Et lorsqu'il y a un besoin qui est non comblé autour de la table et que les associatifs peuvent posséder à tout le moins une partie de la réponse, cet agent de liaison-là va offrir le service et il va faire le lien avec l'association qui pourra être ensuite mobilisée, déployer ses ressources. Alors, c'est la façon dont on le fait chez nous, autant au niveau préparatif qu'au niveau du déploiement. Et sinon, côté AFPCNT, vous avez fait le lien avec l'MDR. Oui, exactement. Donc nous, pour pouvoir justement toucher les communes, donc on a pris la tâche de l'AMDR, donc l'Association des maires de la Réunion, pour commencer justement à travailler ce principe, parce que comme vous dites, hein, on est vraiment au début, donc on n'a pas encore eu l'occasion de discuter avec les mairies pour essayer de voir comment on peut s'insérer par rapport au PCS, hein, comment on peut rentrer à l'intérieur. Pour l'instant, on est vraiment au balbutiement, mais c'est vrai qu'à terme, d'avoir ce principe de fonctionnement comme l'a expliqué Michel, ça serait vraiment le mieux, je pense, pour les communes et pour les besoins des communes, si vraiment il y en a. Moi, je prends comme exemple à chaque fois, c'est la mairie de Saint-Benoît, parce qu'on a rencontré l'élu, M. Catan, qui nous racontait qu'ils ont eu à un moment donné la rivière qui avait débordé, et sachant que ses services n'étaient pas prêts, il a contacté une association qu'il connaissait, qui a pu porter secours aux personnes. Donc ça prouve que ça se fait déjà. Là, c'est juste qu'on va essayer de le mettre un peu en place, cadré, pour qu'il y a ce listing, on puisse s'appuyer sur telle ou telle association par rapport au quartier. Et après, concernant les associations par rapport à l'EMZ, dont là c'est M. Faure qui pourra plus facilement répondre que moi, parce que ce n'est pas mon domaine du tout. Mais effectivement, un effort a été fait dès le départ en contact avec l'EMZ pour que ça ne se fasse pas en cachette et que tout le monde sache ce qui se passe. Mais il y a aussi tout un travail, et là je vais m'adresser à Emmanuel, déjà pour que les associations non spécialisées comprennent que de fait, elles font de la solidarité en cas d'urgence et qu'elles ne se disent pas mais c'est encore quelque chose de plus, c'est pas pour moi, est-ce que j'ai les moyens, etc. Donc avant aussi de faire discuter ces deux mondes, il faut réussir à ce que le monde associatif non spécialisé puisse aussi comprendre de quoi on parle pour que le fossé soit moins important. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment démocratiser et rendre accessible des termes techniques, des manières d'agir et faire comprendre au monde associatif qu'ils ont déjà ces compétences, qu'ils le font et qu'ils agissent déjà dans ce sens. Donc c'est vraiment, je reviens sur mes mots du début, valoriser leur engagement et le mettre vraiment en lumière pour que les assos qui sont au-dessus, celles dites spécialisées, puissent prendre en compte aussi les savoir-faire, les savoir-être, l'immédiateté de leur action, de ces petites associations de quartier qui ont une connaissance aiguë vraiment de la population et qui sont vraiment le premier échelon qui engage l'action, en fait.
parce que c'est eux qui connaissent, comme disait Danilo tout à l'heure, la petite madame qui habite là, donc c'est leur donner les éléments, c'est se dire peut-être que c'est intéressant d'avoir, comme il avait été évoqué, un répertoire à jour des gens que vous rencontrez régulièrement dans votre asso, parce que on sait que comme ça, on peut l'activer et on sait qui est à sauver en premier ou qui est à prendre en compte en premier. Donc c'est être vraiment pratico-pratique, être clair, être simple et humble dans nos actions. C'est-à-dire que nous, monde associatif, on n'est pas là pour révolutionner, mais on est là vraiment pour avoir des outils pour agir quotidiennement. Et il y a aussi une histoire de temporalité, on l'a vu sur l'exercice. On a eu une mise en situation avec toutes les 10 minutes, un injecte, un intrant d'information. Et en fait, à la fin, certains me disaient « Mais en fait, j'avais juste envie de te tuer parce que je ne pouvais plus de ta voix qui m'interrompait en urgence. » Et aussi, nos associations de solidarité, elles sont sur du temps long, souvent, l'association de proximité. Et le temps de l'urgence, c'est un temps qui est réglé, qui est rapide ou qui est avec plein d'imprévus. Et on s'est vraiment rendu compte lors de cette formation à Saint-Benoît que la prise en compte de cette urgence, on ne remplit pas toutes les cases d'une fiche action, mais qu'on passe sur un mode de fonctionnement différent, a été quelque chose d'assez violent pour les associations de proximité qui n'ont pas cette habitude-là. Donc c'est vraiment réussir à faire comprendre qu'il y a 2 alphabets, donner des éléments de rencontre pour pouvoir faciliter ensuite le fait que les 2 mondes puissent travailler ensemble. Jérôme, je crois qu'il y a une question. Oui, alors moi c'est pas trop une question, en fait c'est pour inverser le propos, parce que d'abord merci, j'étais très surpris de voir les schémas de nos travaux de recherche qui constituent les éléments du cœur de thèse en cours sur l'intelligence territoriale. Donc merci pour ta intention Martine, parce que je sais qu'on avait traité ça dans un GTDAL et ça avait été repris pour tes ateliers de Cergy. Donc c'est toujours un peu surprenant de surgir là-dessus. Du coup, je vais m'appuyer sur ce schéma. On évoque depuis le début de notre séance, donc sur le Ensemble nous les parés, comment acculturer les associations à la question du risque. Et à travers les dernières interventions, on vient d'évoquer la capacité qu'ont les associations à faire remonter du renseignement d'intérêt risque auprès des structures donc pilotes et animatrices de la sécurité civile et de la mise en protection des populations. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, moi, particulièrement sur cette tête d'épingle que je travaille. Notamment à travers, alors je ne vais pas refaire tout le schéma, mais disons que c'est une transposition, une applicabilité d'un schéma qui travaille sur les questions d'intelligence économique et du renseignement d'intérêt économique et des écarts au territoire par défaut d'inclusion de la sécurité de la société civile. Donc qui va donner une granularité pixelisée d'une situation, et l'idée c'est d'arriver à créer un cadre d'analyse du territoire, de l'intelligence territoriale et de l'inclusivité, donc de ce que moi j'appelle l'intelligence territoriale citoyenne, pour avoir une granularité plus fine et pour réduire l'écart au territoire qui est présenté donc dans le premier schéma. Ça, je le transpose aux questions de risque. Dans le cadre d'une communication qui a été prête. D'abord, je veux dire que je suis délégué à l'intelligence économique à la ville de Saint-Denis et que tous les propos que je tiens dans le cadre de cette séance n'engagent d'aucune façon mon employeur qui était à cette table, donc je préfère évoquer ça. Ça aussi, c'est une forme de gestion du risque. Le fait est que le dispositif de construction de la décision est profondément altéré dans ses phases d'observation et d'orientation à travers la boucle ODA. La boucle ODA qui est le système, le cadre de construction de la pensée et de la décision qu'on appelle le C2 et qui est le cadre de décision, de construction de la décision dans le modèle OTAN et dans le modèle sécurité civile. Donc c'est véritablement quelque chose de très sérieux, de très opérationnel. Et ce que je veux dire, nous, ce que nous observons donc en conclusion de ça, c'est que parce que la société civile n'est pas intégrée, les acteurs de la sécurité civile vont se fonder sur les familiarités qui sont les leurs, et dès lors qu'il y a un défaut de familiarité, ne savent plus décider. Donc on va voir finalement le temps, tu as évoqué le temps Martine, c'est le temps qui va déterminer la décision, c'est le temps échu qui va être déterminant de la décision parce qu'il y a un moment où il faut décider face à l'événement. Et voir, ça peut créer aussi une paralysie décisionnelle. Donc on ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être questionné à partir de ce cadre théorique. J'en profite pour lancer un appel
à la sécurité civile qui est présente, monsieur l'inspecteur général, mais aussi à d'autres parties prenantes. C'est la possibilité de questionner un instrument qui est fondateur et qui est extrêmement important de mon point de vue, c'est le rétexte. C'est de rentrer dans des corpus de rétexte pour appliquer ce cadre d'analyse et vérifier à travers ce cadre d'analyse quelle est la réalité de ce dispositif apprenant qu'est le rétexte et qui présente de notre point de vue un certain nombre d'angles morts. Voilà. Merci. Donc ces rencontres, c'est aussi l'occasion de lancer des appels. Vous voulez réagir par rapport à ça? Parce qu'on a fait signe que maintenant il doit rester 12 minutes. Donc on va pouvoir reprendre une question, un commentaire, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, qui va certainement réagir. Et ensuite... Oui. Bonjour à tous, donc Éric Faure, chef d'état-major de zone auprès du préfet de zone, mais également avec une grosse action à La Réunion. Effectivement, le travail qui est fait et qui est présenté aujourd'hui est admirable et vraiment constitutif de la façon dont on doit progresser. Pour reprendre ce que dit le sociologue Edgar Morin, pensée globale, agir local. Pensée globale, oui, c'est ce que nous nous efforçons de faire quand on est au plus haut niveau, aux côtés du préfet, mais quand on est face à une catastrophe qui va mobiliser qui va impacter plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes, il n'y a que le local qui va fonctionner. On va effectivement engager un processus depuis Saint-Denis, depuis la préfecture. Ce processus, il va se décliner notamment auprès des maires des 24 communes, mais ensuite, il faudra qu'il aille au plus près du citoyen, avec des circonstances où tout ce que nous avons aujourd'hui, et notamment des outils de télécommunication qui nous sont bien utiles, risque de commencer à être défaillants. Michel Doré a évoqué la rupture électrique pendant de nombreuses journées. Je crois que dans cette salle, personne ne saurait quoi faire. Dit autrement, tout le monde serait en difficulté au bout de 24 heures sans électricité. Donc forcément, cet agir local devra être décliné. Il sera le mot d'ordre pendant un certain nombre de journées. Si une telle catastrophe, le préfet ce matin dans son intervention d'ouverture évoquait le travail que nous menons actuellement sur l'impact direct d'un cyclone tropical très intense sur l'île de la Réunion. Dit autrement, si Irma, qui a traversé Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2017, se produisait sur notre île, on aurait un certain nombre de préoccupations à prendre en compte. Et moi, je trouve admirable ce travail avec l'appui des associations. C'est un maillage fin du territoire. Et je suis persuadé que ce serait un atout formidable. Donc, continuons ensemble pour y arriver et effectivement ensemble nous les parer. Merci. Je crois qu'on avait une dernière intervention juste à votre droite. Voilà. Oui, Jacques Cormier. Je veux savoir quelles sont vos relations avec la Piroie, qui fait la même chose, je pense, qui est paré par paré et qui parle de la culture du risque et de la sécurité civile. Alors, paré, pas paré, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Piroie qui est là? Mais en tout cas, paré, pas paré et pour les enfants. Donc, déjà, on a le gros cœur. Voilà. Donc, moi, je sais que mes enfants, ils touchent à paré, pas paré. On a des liens. Il faut donner la parole à la Piroie, parce que paré, pas paré, ce n'est pas que pour les enfants. Oui. Désormais, c'est un projet global, mais ils vont parler beaucoup mieux que moi, qui ne suis que leur ambassadeur. C'est ça, je les cherchais, je ne les voyais pas se manifester, donc merci. On écoutait au fond. Du coup, merci beaucoup. Moi, c'est Zoé Trévisan, responsable réduction des risques des catastrophes à la Piroie, avec toute l'équipe ici, notamment Laurent qui pilote le projet Paré pas paré à La Réunion. Comme Éric Faure vient de le dire, Paré pas paré, c'est pas que pour les enfants. On a aussi des actions de prévention à destination de la population, du grand public. Et nous sommes bien impliqués, bien à côté de Ensemble nous les Parés.
Jusqu'à là, la seule différence, c'est que vous travaillez avec les tissus associatifs. Nous, en étant une association, parce que la Croix-Rouge française, c'est une association aussi, nous sommes plus orientés vers les bénéficiaires, vers la population et les enfants à côté du rectorat. Mais bien évidemment, nous sommes là et nous sommes disponibles à apporter la connaissance et l'expertise technique dont la Piroie est un peu le premier acteur sur le territoire réunionnais, parce que Paris pas pareil a été commencé en 2011. Désormais, ça fait 12 ans. Voilà, et en tout cas, nous comme M. Cormier vient de l'évoquer, nous sommes aussi un travail à côté des communes, de plusieurs communes de l'île, pour ce qui est de la préparation aux risques naturels, notamment à travers une formation à destination des élus et des gens communautaires, et l'organisation d'exercices de simulation sur table, et éventuellement grandeur nature, sur demande des communes, évidemment, et en lien avec les services de l'État, la préfecture, la DEAL, etc. Bien sûr, je pense qu'Ensemble Nous les Pas, il est au tout début. Vous avez dit que vous avez tous testé la première fois vos outils le mois d'octobre. Ensuite, pour la suite des actions sur le terrain, nous serons ravis de vous accompagner avec les assos dans les différentes communes de l'île à vos côtés. Voilà. Donc, nous les ensemble et nous les parer ensemble. Merci. Merci à vous. Alors, vu que le temps commence à arriver à son terme, j'ai passé la parole en fait à Emmanuel Danilo et Michel Doré en conclusion pour les mots de la fin. Emmanuel. Eh bien déjà, merci à tous d'être présents et de l'intérêt commun que l'on porte en fait à la culture du risque et à la prévention du risque, parce que pour moi, en tant qu'actrice de l'éducation populaire, c'est l'humain qui prime avant tout, c'est l'émancipation et c'est le renforcement du pouvoir d'agir. Et on est vraiment juste là, dans notre discours, pour renforcer le pouvoir de chaque citoyen et son action avec ses concitoyens et sur son territoire. Donc merci pour ça. Merci Danilo. C'est en grand témoin, mais... Quand on... Oh. Vas-y. J'allais vous laisser conclure en grand témoin, mais... Grand témoin. Donc pour nous, c'est très bien pour nous de pouvoir vous présenter ce projet, parce que pour nous, ça tenait quand même à cœur. C'est le projet de notre groupe local. On n'existe quand même que depuis même pas 2 ans, depuis 2021. Et comme l'a fait remarquer Michel, on a fait quand même un coup de collier pour monter ce projet très rapidement, pour montrer justement qu'on est capable et qu'à La Réunion, on a le terroir pour ça. Et qu'il faut en profiter, et comme disait Emmanuel, je la rejoins là-dessus, c'est écouter les associations, leur donner les moyens, mais avec les mots les plus simples possibles. Et c'est vrai que La Réunion, on a toujours été parés pour aider les autres, donc il faut quand même s'appuyer là-dessus. Voilà. Merci. Et Michel Doré. Je nous invite à faire preuve de cette humilité dont on parlait tout à l'heure. On a une tendance à, quand on conçoit ou on réfléchit à la notion de la résilience, de la prévention des catastrophes, de la réponse, des interventions de sécurité civile, à le regarder à vol d'oiseau, à travers le prisme de nos organisations, de nos rôles et responsabilités, et ni plus ni moins filtrer ou cadrer nos réflexions, notre créativité à travers les cadres restrictifs de nos organisations respectives. Je nous invite à nous mettre dans la peau du sinistré, de la personne en situation de détresse, la personne qui manque d'eau, la personne qui est coincée dans un décombre, un avarie. Cette personne-là est en attente d'un secours et elle n'a que faire de savoir si cette personne qui interviendra auprès d'elle est un voisin, un intervenant rémunéré ou non, avec un uniforme ou non, la couleur de son dossard ou de son uniforme. La personne attend des secours. Le secours le plus efficace, ce sera celui qui sera là au bon moment
et qui sera disponible pour apporter le soutien requis. À travers la démarche du ROCMOM ou de Ensemble nous les paris, c'est de mobiliser la société civile à travers tous ces acteurs. Souvent, l'adage dit « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est à travers le « Ensemble, nous les paris » que je vous invite à traduire dans l'action un jugement fatal qui nous réunit tous. C'est celui d'être condamnés à réussir ensemble lorsqu'il arrivera la prochaine catastrophe. Alors, face à cette condamnation ultime, je nous invite à rester ensemble et à travailler, à poursuivre cet effort collectif dans l'intérêt ultime de la personne qui attend de nous un résultat, pas seulement des documents, des plans. Merci beaucoup. Et juste pour ceux qui sont curieux, vous avez un QR code qui est caché ici, que vous pouvez scanner et qui vous donne accès à l'ensemble des guides et canevas qui ont été réalisés pour que vous puissiez en prendre connaissance et pour voir un peu plus ce contenu. On a un exemplaire papier sur le stand de la FPCNT. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous pouvez venir à notre stand, on a l'exemplaire papier et on a les petits documents. C'est ça, et là on a vraiment, vous pouvez avoir accès à tout qui est téléchargeable puisque l'objectif c'est faire du commun et de mettre aussi la connaissance à la portée de tous. Voilà, donc on arrive au terme de cette table ronde qui était sur se préparer ensemble. Merci pour vos interventions, Michel, Emmanuel et Danilo, et merci pour vos contributions. Plaisir de travailler.